Bien. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments. Ce que je vous propose pour ce matin, c'est de vous donner quelques éléments théoriques de base sur pourquoi la théorie, c'est une dimension incontournable du militantisme, qu'un militant qui ne se donne pas un minimum de base théorique a de grandes chances de se tromper dans ses combats. Et à partir de là, à partir de ces bases-là, on a une discussion sur vos attentes et le programme de travail pour ce faire. On peut faire une dimension, voilà, il y a deux hypothèses, où on se donne une dimension dans la durée, et on se dit, là, on est tous d'accord pour repartir sur une formation fondamentale, et donc on fait ça comme une école du militantisme. Et donc là, il y a un ordre logique qui va de la compréhension de l'histoire de l'humanité jusqu'au capitalisme. Ou bien on se dit, seconde hypothèse, mais ça on se dira tout à l'heure en fin de séance, ou bien on se dit, il y a une autre méthode d'aborder les choses, c'est on peut partir aussi de ce qu'on vit dans nos mobilisations et profiter des prétextes de l'actualité pour revenir aux situations. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, hein, donc ça sera à vous de choisir ce que vous préférez. Ou on se donne créer une école, ou bien on repart de l'actualité et on revisite les fondamentaux. Donc ça sera à vous de choisir. Donc, pourquoi la dimension théorique elle est incontournable et ça fait une des faiblesses de nos mobilisations aujourd'hui, parce que un certain nombre de structures du mouvement ouvrier qui, dans l'histoire de la société française, ont joué une grande fonction dans la formation des militants, ne jouent plus cette fonction. Je pense au Parti communiste français qui, pendant des décennies et des décennies, a formé des générations de militants avec des espaces dans lesquels on apprenait les fondamentaux théoriques, et après, ces camarades, dans leur pratique des militants, pouvaient utiliser ce savoir, et qui ne le fait plus aujourd'hui, en tout cas qui ne le fait plus comme ça. Dans le monde syndical, on avait aussi toute une dynamique de formation extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent, et quand c'est présent, eh bien, on peut s'apercevoir, je vous donnerai quelques exemples, que le contenu même des cours est venu abandonner les fondamentaux et les remplacer par des concepts qui viennent de l'aujourd'hui. Je vais juste donner un exemple. Mais c'est important. Pendant des années et des années, un des concepts qu'on apprenait à la CGT, dans toutes les écoles de formation de la CGT, c'est la plus-value. La plus-value, c'est cette partie du travail que l'employeur ne paye pas aux salariés. Ça compte. Donc le mot, il est important. C'est la value, la valeur, et puis c'est le surplus de value que l'employeur prend. Eh bien, dans beaucoup d'unions locales, vous n'êtes pas dans n'importe laquelle, hein, donc ici c'est pas le cas, hein, je sais, mais dans beaucoup, si on a un regard national sur la CGT, dans beaucoup d'espaces de formation CGT, on parle plus de plus-value. On a remplacé ça par un cours, donc il n'y a plus de cours sur la plus-value, il y a un cours sur la valeur ajoutée, qui est complètement autre chose. La valeur ajoutée, c'est un concept de l'économie bourgeoise qui nous dit il y a une valeur au début du processus de production. Par exemple, le lundi matin, il y a telle valeur, la valeur du produit, la valeur du salarié, etc. Et à la fin, il y a une valeur plus grande. Ici, si vous utilisez sur le terme de plus-value, la conclusion politique, c'est il faut que l'employeur nous rende ce qu'il nous a volé, ce qu'il nous a pris. Ici, valeur ajoutée, on nous dit la nouvelle valeur, elle vient des salariés, mais aussi de l'employeur. Et donc, c'est une question de répartition. C'est pas la même chose. Ici, ça conduit à la nécessité de détruire le capitalisme. Ici, ça conduit à la nécessité de répartir le résultat. Eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de cours d'éducation à la CGT, mais vraiment beaucoup, où on parle plus du tout de plus-value, on parle de valeur ajoutée. Et les camarades peuvent être sincères, ils n'ont pas vu la différence, ils sont passés de l'un à l'autre. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un qui a pris la décision à un moment donné, mais non, n'empêche que ça. D'où l'importance de connaître ces fondamentaux. Et ça, on a reculé
parce qu'on a perdu certains espaces de formation. Alors pour bien comprendre cela, l'importance de cette dimension théorique, il faut revenir sur une caractéristique. Bon, si j'ai il faut racheter des trucs qui marchent mieux. Une caractéristique du capitalisme. C'est peut-être le tableau. Hein. Quoi? C'est peut-être le tableau. Et c'est peut-être l'autre. Revenir sur une caractéristique fondamentale du capitalisme, qui est rarement soulignée. Le capitalisme, ce n'est pas seulement le développement de l'industrie. Le capitalisme ne se limite pas à l'aspect le plus visible. Il y a un processus dans le capitalisme qui est rarement mis en évidence, qu'on ne souligne pas assez, qui est que le capitalisme se met en place en volant aux salariés leur savoir. C'est-à-dire qu'on va affaiblir le savoir d'une partie de la société pour l'accaparer dans les mains de professionnels théoriques. On va inventer les intellectuels. On va inventer les professeurs intellectuels. Un artisan, il a un savoir sur tout le processus de production. Il sait, du premier temps, si on se projette à juste avant le capitalisme, l'artisan, du tout début du processus de production jusqu'au produit fini, jusqu'à ce qu'il vous livre votre voiture ou qu'il vous livre, etc., c'est lui qui maîtrise l'ensemble. Il n'est pas ramené à une tâche, il est ramené à l'ensemble d'un processus de production. Il a donc un savoir technique, savoir théorique, etc. Le capitalisme, en produisant en grand, en produisant dans des entreprises, en parcellisant le travail, toi tu produisais l'ensemble de la voiture, maintenant tu vas produire que les portes. Et toi, ça va être encore pire. Toi, on va te demander de tourner des boulots. Lui qui était quelqu'un qui avait un savoir théorique et pratique, il va devenir uniquement celui qui tourne les boulots. On lui a volé son savoir. Et on va créer une caste, ingénieurs, etc., qui vont s'approprier ce savoir, qui vont devenir des professionnels du savoir. Alors si on a ça en tête, on s'aperçoit que c'est pas un hasard qu'on se retrouve avec une division manuelle, intellectuelle comme une société. C'est une production du capitalisme. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de revenir aux artisans. Hein. Mais du coup, une des conclusions que Marx tire de cela, c'est de dire qu'il faut mettre dans notre société de demain, dans le socialisme, l'idée qu'il faut combattre la culture intellectuelle manuelle. Et il faut que les travailleurs manuels aient accès au savoir et maîtrisent le savoir, d'où cette idée que, c'est Lénine qui le disait, la ménagère doit pouvoir diriger un État. De manière provocatrice, il dit ça, mais c'est une image qui parle. Et donc il n'y a pas d'un côté des gens qui savent et d'un côté des gens qui ne savent pas. Il y a à mettre le savoir au service de l'ensemble de la classe, enfin de l'ensemble de la société. Donc, on a une culture intellectuelle manuelle produite par le capitalisme et qui contribue à la domination. Parce que quand vous maîtrisez l'ensemble du processus de production, là vous avez un pouvoir. Tu maîtrises l'ensemble du processus de production, quand bien même tu travaillerais pour moi. Voilà, c'est mon salarié. Sauf que on n'a pas dit que le travail comme ça, c'est lui qui produit au centre de la pièce. Si ce n'est en grève, je suis mort. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a parcellisé comme ça le savoir, en petits morceaux, eh bien, on est obligé en tant que classe de se battre collectivement. Il n'y a plus de solution individuelle. Toi qui pouvais bloquer la machine, j'étais obligé de te céder. Maintenant, c'est plus possible, puisque toi, tu fais qu'une tâche. Tu ne peux pas l'ensemble de la machine. Donc ça, c'est le premier élément qui nous amène à dire que ce qui est appelé intellectuel, c'est un mauvais terme. C'est en réalité on reste le savoir. Puisqu'il n'est plus donné spontanément dans la production, il faut se donner des espaces pour les acquérir. Il y a deux solutions. Ou on dit, tant pis, on renonce au savoir, ou on crée des espaces pour se doter de ce savoir. Ça a été tout le mouvement des unions locales. Les
unions locales ont été des espaces de formation importants. À côté de ça, il y avait d'autres institutions mises en place, il y avait des maisons du peuple qui étaient également mises en place. À l'époque de Marx, vous aviez des cours sur le capital. Le capital, c'est quand même un petit morceau au niveau économique. Eh bien, vous aviez des cours d'histoire sur le capital qui étaient enseignés aux travailleurs manuels, etc. Et quand on vous dit c'est complexe et c'est compliqué et on n'y arrivera pas, essayez de vous projeter au XIXe siècle, où vous aviez des ouvriers manuels qui maîtrisaient et qui répondaient aux grands théoriciens du capitalisme parce qu'ils avaient une espèce de savoir-faire qui s'était donné. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions, etc. Ne buvez pas comme ça. C'est surtout que j'imagine qu'au XIXe siècle, les conditions d'études des classes ouvrières n'étaient pas les mêmes que ce que nous c'est aujourd'hui. Donc ça pouvait être peu compliqué pour eux que ce que ça peut être pour nous. Si ça vous intéresse, je pourrais vous amener des comptes rendus de cours donnés en Angleterre. Donc, il y a compte rendu avec les questions qui étaient posées, etc. On est époustouflés. C'est Marx qui va donner des cours aux syndicalistes de telle entreprise sidérurgique, et les questions qui surgissent sont des questions où on a l'impression que c'est un débat de fac. Mais ce n'est pas un débat de fac, parce que c'est des exemples concrets. Parce que les questions qu'il pose, il les pose à partir d'une expérience très concrète de la production. C'est très concret. Donc ça, c'est le premier grand facteur à avoir en tête sur la nécessité de la connaissance des concepts théoriques de base, du fonctionnement de la société, et des concepts théoriques de base pour comprendre le profit, le salaire, l'allongement de la durée de travail, toutes ces questions-là, il y a un minimum de savoir théorique à avoir. Il y en a un second. Il y a une seconde raison qui est liée à la question de la domination. Qu'est-ce qui fait qu'une classe peut nous dominer? Une classe peut en dominer une autre. Vous savez, pour les théoriciens du mouvement ouvrier, toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Autrement dit, on ne peut rien comprendre à l'histoire si on ne prend pas en compte qu'un jour, les esclaves se sont révoltés contre leur maître, puis les serfs se sont révoltés contre leur seigneur, puis les travailleurs, les prolétaires se sont révoltés contre la bourgeoisie. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de cette lutte des classes. Et donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'une classe arrive à dominer une autre? Premier élément de réponse qui nous vient en tête, la violence. Bien sûr. Bien sûr que la violence, c'est ce qui permet à la classe dominante de dominer. Mais si avec la violence, ça ne marcherait pas. À chaque fois qu'on s'est retrouvé uniquement dans une situation de violence, eh bien, c'est les dominés qui ont gagné. Et donc il faut autre chose. Et ça, on le doit à un grand monsieur, un grand marxiste, qui s'appelle Gramsci, qui nous dit il y a deux pieds à la domination. Il y a le pied de la violence et il y a le second pied qui est l'idéologie. Autrement dit, la classe dominante préfère se passer de la violence. Alors, ça peut paraître bizarre quand on voit qu'ils tapent les gilets jaunes aujourd'hui, etc. Mais c'est vrai. Ils préfèrent ne pas faire. Ils préféraient que leurs idées passent tout seuls. Ils préféraient que leurs idées endorment les gens. C'est quand les gens ne sont plus endormis par leurs idées qu'on commence à taper. C'est quand les gens commencent à ouvrir les yeux qu'on commence à taper. C'est quand leur idéologie ne marche plus suffisamment que la violence apparaît. Et donc c'est important d'avoir en tête ce second aspect qui est cet aspect idéologique. Qu'est-ce que c'est l'idéologie? Marx nous dit, pour la classe dominante, l'idéologie, c'est la présentation inversée de la réalité. On va inverser la réalité. La cause va devenir conséquence. La conséquence va devenir cause. On tape les gilets jaunes parce qu'ils sont violents. On a inversé la cause et la conséquence. C'est-à-dire que le
coupable apparaît comme victime, et la victime apparaît comme coupable. Est-ce que vous avez d'autres exemples où il y a inversion des causes et des conséquences? On n'a plus de travail parce qu'il y a trop d'étrangers en France. Exactement. Alors, inverse. S'il y a des étrangers en France, c'est bien qu'à un moment donné, on en avait besoin parce qu'il y avait plus de travail. Enfin, non, je me suis embrouillé dans mes paroles, mais Ils ont besoin de main-d'œuvre. parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Par rapport à l'écologie, par exemple, on demande aux citoyens d'être des consommateurs et que, à travers, je sais pas, le fait de faire attention à la consommation d'eau, etc., on pourrait peut-être participer à notre petite échelle de la résorption. Enfin, l'idée de résorber tout ce qu'en fait le capitalisme crée de pollution et d'attaque envers la planète. Et du coup, la cause a disparu. Il n'y a plus de système qui produit la pollution. Il n'y a que des actes individuels qui conduisent à cela. Alors que c'est le système qui produit et la pollution et les comportements individuels de surconsommation, etc. C'est le même système. Mais on parle du système. On va juste parler des individus. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Guillaume, je suis sur ton âme. On va pacifier l'Algérie. On va? On va pacifier l'Algérie dans les années 50. Ouais. Et c'est apporter la paix alors qu'on va faire la guerre. Exactement. Un acte de guerre est présenté comme une pacification. Ouais. La pacification. Mais par exemple, Netanyahou, lorsqu'il s'attaque à la Palestine, il dit qu'ils ont tué des poches de terroristes ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, c'est l'inverse. On réagit à la violence des terroristes. Ouais, voilà. On a éliminé la cause qui est on occupe la Palestine, on détruit un peuple et on est étonné qu'ils se révoltent. Enfin, on présente leur révolte comme la cause. Alors que leur révolte est la conséquence. Exactement comme les gilets jaunes d'aujourd'hui. Les gilets jaunes d'aujourd'hui se révoltent parce que le système les opprime. On élimine le système et on dit mais ils se révoltent. Ils sont violents. Donc on voit bien qu'on a bien, du côté de l'idéologie, quelque chose de... Alors bien sûr, l'idéologie, elle se diffuse comment? Quelque chose de très puissant. Tant qu'on n'a pas compris ce mécanisme-là, eh bien, on gobe ce qui nous est présenté comme explication. Et donc, on va prendre les conséquences comme des causes. C'est diffusé comment l'idéologie? Les médias. Principalement par les médias. Et ça peut aussi se propager dans des groupes de personnes, comme nous on peut faire. Entre nous, là où on discute, bon, ça fait plusieurs personnes qui sont en train de partager une idéologie. Les groupes intermédiaires, enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on qualifie ça en sociologie. Et il y a notamment les médias, mais c'est d'autres supports aussi, comme, je sais pas, par exemple, les travailleurs sociaux sont aussi font partie des groupes intermédiaires et participent de la perpétuation ou de la reproduction de l'idéologie dominante. Par l'école aussi. L'école, c'est ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État. La société fonctionne avec un certain nombre d'appareils, l'école, le travail social, les médias, qui sont en fait des agents pour diffuser l'idéologie de l'État. C'est ce que ça veut dire, appareil idéologique d'État. Bien entendu, ils vont le diffuser avec un principe, qui est le principe de la neutralité. Nous, on est neutre. Et donc, on fait un travail neutre. Sauf que la neutralité en situation d'oppression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la répression. C'est une prise de position. C'est même se mettre du côté des dominants. Si je dis j'ai un dominé et un dominant, et moi je suis neutre entre les deux, en réalité, je renforce le dominant. Et donc, la neutralité est une idéologie qui fonctionne dans le travail social, qui fonctionne à l'école, etc., qui est quelque chose qui renforce la domination. Quand vous dites, moi je pense par exemple à quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, qui a
a amené le gouvernement à dire qu'il ne faut pas trop parler de la guerre d'Algérie dans les cours d'histoire. Ce qui est vrai. On n'en entend pas parler. J'ai jamais fait la guerre d'Algérie au cours d'histoire. En disant, quand on en parle, il y a une partie de la classe qui est nerveuse, etc. Ah oui, cette partie de la classe, elle a entendu ses parents lui parler des tortures subies, lui parler, etc. Et on voudrait que ses élèves abordent la guerre d'Algérie tranquillement, avec un sourire, etc. Et donc, ces profs, en disant nous on est neutre, donc on va pas, quand il y a de l'émotion, on n'en parle pas, en réalité, contribue à reproduire les choses. Il n'y a bien entendu pas de neutralité dans le savoir. Quand il y a une domination, il y a deux côtés dans une barricade, quand c'est une domination, n'importe quel être humain est amené à choisir son camp. Et l'illusion d'être neutre conduit à choisir le camp du dominant. Est-ce que c'est clair? Donc, ça c'est la seconde raison. Nous sommes tous, personne ne peut dire je suis imperméable à l'idéologie. Ça voudrait dire que vous êtes, je ne sais pas, Dieu, si vous êtes imperméable à l'idéologie, vous êtes au-dessus de la réalité. Personne là-dessus, nous sommes tous le résultat de notre société. Et donc tous, nous sommes touchés par l'idéologie dominante. Après, il y a ceux qui en sont conscients et qui s'en libèrent par la lecture, qui sont libérés par la formation, qui sont libérés par la vigilance, qui sont libérés par les espaces collectifs. Et puis il y a ceux qui croient, qui sont au-dessus de tout ça et qui sont neutres. Et donc, on a toute notre vie, nous serons dans un rapport de vigilance par rapport aux effets de l'idéologie dominante qui nous touchent inévitablement. Ah, bien sûr, quand j'ai eu une formation sur le mouvement ouvrier, quand j'ai pris l'habitude de lire des textes critiques, quand j'ai des espaces collectifs où mes camarades vont me dire hey, là, t'as vu ce que tu racontes, là, ça va pas. Eh bien entendu, je suis moins perméable que si je pense tout seul, m'en libérer, etc. Et donc, c'est bien entendu comment je me donne ce travail, cet antivirus, on pourrait dire, par rapport à l'idéologie dominante. Donc, on voit bien, si on prend en compte ces deux dimensions-là, que la question de la formation de base, la formation critique, elle est incontournable, elle est nécessaire. C'est pas pour rien, je le disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on a eu autant d'efforts du mouvement ouvrier pour créer des cours syndicaux, des cours d'éducation politique, des espaces de formation collective, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les intellectuels qui ont un savoir aujourd'hui? Bien entendu, non. Bien entendu, non. Ils n'en ont même pas en vérité. Hein? Beaucoup d'entre eux qu'on présente comme intellectuels n'en ont même pas du tout, j'ai envie de vous dire. PHL. Ouais, PHL, c'est un exemple. Tous ceux qu'on voit à la télé, quoi. La question n'est pas est-ce que les travailleurs ont un savoir? Bien sûr que les travailleurs ont un savoir. Et ils ont un savoir lié à l'expérience. Et ce savoir-là, il est pour moi un élément essentiel. Guillaume le sait, là j'ai été amené à donner des cours de marxisme à des publics très différents. C'est pas les mêmes questions qui émergent. Quand c'est un groupe d'ouvriers, je pense aux camarades de la CGT Cheminot, qui pendant 3 ans, on a fait une école de formation marxiste, là c'était sur le marxisme en tant que tel, et où toutes les questions étaient des questions qui partaient de la pratique. On parlait de théorie, mais les exemples qu'ils prenaient, c'était lié à la pratique. Après, j'ai été amené à faire ça avec plusieurs professions intermédiaires, profs, etc. Où là, on était dans la théorie abstraite. C'est très intéressant, les deux étaient intéressants, mais on voyait bien du côté des ouvriers, quand je parlais de plus-value, pour eux, c'était concret. En fait, ils mettaient des mots sur des choses qu'ils vivaient. Donc c'était beaucoup plus fort. La partie économique du marxisme, c'est plus facile avec des ouvriers qu'avec des profs. Avec des profs, ça reste abstrait. Avec des ouvriers, au début, ils regardent, c'est un peu compliqué. Puis après, quand ils commencent à prendre des exemples, ah ouais, donc quand ils ont mis cette machine-là, et là, tout de suite, on voit qu'il y a un savoir concret, un savoir de l'expérience, un savoir d'usage. Voilà, c'est l'usage de l'oppression qui fait qu'ils ont immédiatement des illustrations. Donc il y a un savoir oublié. Mais ce savoir, il a des limites. Il a des limites. Quelles limites? Si j'ai pas... Qu'est-ce que m'amène la théorie? La théorie, elle m'amène de passer du petit bout de la lorgnette
à la compréhension du système. Autrement dit, tout seul, par mon expérience, je peux comprendre tel aspect du capitalisme. Je peux comprendre que le patron, il fonctionne comme ça. Mais de là à relier ça au fait qu'on a affaire à un système social qui est lié à un marché mondial et qui a et comprendre comment il fonctionne, eh bien là, mon expérience personnelle ne me suffit pas. J'ai besoin d'outils pour pouvoir faire les liens. Autrement dit, la théorie permet de faire des liens. Voilà. Ce qu'elle apporte, c'est ça. Elle fait des liens entre ton expérience et mon expérience, entre ton expérience et des expériences de travailleurs il y a un siècle, et on se dit, hey, c'est la même chose. D'accord, il y a plein de choses qui ont changé, mais ça fonctionne de la même manière. Et donc, c'est la compréhension du système social que la théorie va nous permettre de comprendre. On ne part plus d'un aspect du système, mais du lien entre tous ces aspects. Et c'est ça que ça peut apporter. Alors, si on a ça en tête, du coup, on peut tenter. Alors, je vais le faire très rapidement, et si vous choisissez la première option, c'est ce qu'on fera séance après séance. Si vous choisissez l'option de vous dire, tiens, on prend une formation totale. Donc on part du B à bas jusqu'à aujourd'hui. Comment nos grands éducateurs dans le monde privé, comment ils ont fonctionné? D'abord, qui était-il? Qui était-il? Je ne parle pas de qui, le nom, le prénom, quel type de personne? Un d'entre eux qui s'appelle Marx, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Un tout petit peu. Un autre qui s'appelle Marx nous dit, vous savez, l'histoire de l'humanité, c'est bien entendu la lutte des classes. Mais à chaque période historique, on a eu dans cette lutte des classes des individus qui, face à l'inégalité, ont choisi le camp dominé. Donc, des membres de classes dominantes qui, individuellement, dans leur trajectoire, ont choisi le camp dominé. C'est ce qu'il appelle la trahison de classe. Alors, je le dis parce que Tu peux reprendre ça. à chaque période de l'histoire, on a eu des individus Qui c'est ça, hein, ouais. c'est pas une unité, des individus Qui face qui, face à l'inégalité, à l'injustice, ont choisi de trahir leur classe et de se mettre au service des classes dominées. C'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire que le savoir, c'est parce que ces personnes-là avaient pu bénéficier du savoir des dominants pour le mettre au service des dominés. Alors, c'est pas dans les autres cours que je fais ailleurs avec un public, je ne dis pas, vous êtes tous lycéens, étudiants, etc. Pour un certain nombre d'entre vous, vous allez avoir de belles réussites universitaires. Cette question-là se pose. Votre destin de classe, c'est de devenir soit petit bourgeois, soit grand bourgeois. Et donc c'est important que vous ayez une réflexion au service de qui je vais mettre le savoir que je vais acquérir. Est-ce que je le mets au service de mon intérêt, ce qui doit m'amener à aller, y compris contre ma classe sociale de naissance? Si je le mets dans mon intérêt, je vais finir par maîtriser, et vous connaissez, hein, des gens qui viennent des quartiers populaires, de la classe ouvrière, et qui se comportent, sont plus bourgeois que les bourgeois, ils méprisent encore plus, etc. Ou est-ce que vous vous mettez au service de la classe dominée? Et c'est pas un hasard que Marx parle de trahison de classe. En gros, il ne le dit pas pour lui, mais en gros, il se dit, je dois trahir ma classe pour le mettre au service de la classe dominée. Tout le savoir qu'il a acquis, il l'a mis au service des dominés. Donc ça, c'est le premier élément qui va expliquer pourquoi
pas. Et donc, ils sont attachés à ça. En gros, comment ceux qui sont payés par la classe dominante pour nous mettre des idées dans la tête, quelle philosophie ils développent. Et donc, du coup, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour pouvoir, eux, définir une philosophie au service des dominés. C'est donc toute l'approche philosophique. Et Marx nous dit, et Engels, bien sûr, et puis plein d'autres après, Marx nous dit, vous savez, l'essentiel, malgré toute leur diversité, ils font semblant de s'engueuler, ils font sans doute pas être d'accord avec eux, mais regardons très près, ils sont tous d'accord sur une chose. Ils nous expliquent les choses par les idées. Ceux qui, pour eux, ce sont les idées qui mènent le monde. Comprendre l'évolution de l'humanité, ce serait comprendre l'évolution de ses idées. Alors on comprendrait pourquoi c'est important pour eux, parce que ces idées, c'est des grands hommes qui font les idées, des grands penseurs, des Bernard Lévy, etc. Et c'est eux qui savent, qui vont expliquer le souhaitable à une société. Et Marx dit que ça, c'est ce que Marx appelle l'idéalisme. Alors, vous aurez compris, l'idéalisme, c'est pas au sens d'avoir un idéal, c'est pas ça. C'est dire, c'est les idées qui mènent le monde. Autrement dit, tu ne vis pas bien? Change d'idée. C'est pas, il faut augmenter mon salaire, il faut avoir le droit à une vraie sécurité. Non. C'est un problème d'idée, fais du yoga. Fais du yoga, ça ira mieux. C'est-à-dire que l'idéalisme nous présente des choses comme ce sont les idées qui créent la matière. Si je pense que je vais être heureux, je vais être heureux. Allez dire ça à quelqu'un qui aurait ça. Il va pas penser être heureux toute la journée. C'est un peu difficile après de manger, etc. Est-ce que justement ça, ce serait pas une faille dans ce système philosophique idéaliste? Parce que on a beau les matraquer le monde ouvrier d'idéologie et tout ça, comment gober cette notion de c'est les idées qui mènent le monde, c'est les idées qui créent la matière? C'est comme tu dis, un ouvrier au RSA, jamais il gobe ça, quoi. S'il n'y avait pas tout le travail idéologique derrière. Mais ce que tu soulignes, c'est qu'il y a d'un côté l'action idéologique, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui va l'amener à être attiré vers ça. Ouais. Et il y a d'un côté sa vie concrète, qui l'amène à être en désaccord avec ça. Et il y a un rapport de force entre le poids idéologique du système et le poids de son expérience. Et le rôle des militants, syndicaux, politiques, etc., c'est justement de participer à cette lutte entre ces deux influences en lui donnant des éléments qui lui montrent que c'est son expérience qui lui donne raison. Et donc oui, bien sûr, que sa vie concrète, heureusement, sinon ça ne pourrait pas expliquer comment ça a évolué. Les classes dominantes auraient été les mêmes de l'Antiquité à aujourd'hui. Si ça a bougé, c'est bien que l'aspect concret avait une importance plus importante. Et donc, je vais très vite, hein, tout ça, si vous choisissez, on pourra l'approfondir. Et donc, puisque pour eux, ce sont les idées qui créent la réalité, ben, Marx nous dit l'intérêt du prolétariat et l'intérêt de tous les dominés de la naissance de l'humanité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est la réalité qui crée les idées. Ce n'est pas les idées qui créent la réalité, c'est la réalité qui crée les idées. Un autre philosophe, un autre de nos éducateurs, Plekhanov, résume cela de la manière suivante, avec deux belles phrases que j'aime beaucoup, que je cite des années, parce qu'elles résument. Il nous dit, on pense ce qu'on mange. On pense ce qu'on mange. Depuis qu'il est tout petit, il mange du caviar. Il ne faut pas s'étonner qu'il va savoir ça. Mais, depuis qu'il est petit, c'est la misère. On ne sait pas quoi est-ce qu'on va manger. Spontanément, il va être attiré
autre chose que la droite. Je dis spontanément, parce qu'après il y a l'idéologie, etc. Mais on pense ce qu'on mange. C'est la réalité qui crée les idées, et pas l'inverse. Donc si vous connaissez un collègue voilà, qui hérite de rentes de millions d'euros et qui ne les donne pas au syndicat ou au mouvement ouvrier, parce qu'il pourrait faire un don, qui les garde pour lui et qui a l'habitude de manger du caviar tous les jours, soyez pas étonnés que ces idées ne soient pas très solides en termes de militantisme. C'est effectivement ce que l'on vit qui va déterminer les idées. Est-ce que c'est clair? Une autre phrase qui dit la même chose, avec une autre image, qui fait bien les images, qui dit « On ne pense pas de la même manière dans un château ou dans une cabane ». Plekhanov, c'est écrit là-bas. Autrement dit, ce sont nos conditions d'existence qui vont expliquer notre manière de penser et non pas notre manière de penser qui va expliquer nos conditions d'existence. On le voit bien sur un aspect, parce que ça, on pourrait dire, mais c'est du passé, ça c'est fini, etc. Je voudrais vous donner un exemple contemporain. Vous avez tous entendu Macron expliquer au peuple africain, quand il a fait sa tournée, que le problème de l'Afrique, c'était sa démographie. Donc, leur religion, les idées, leur culture, donc les idées font que ça produit trop d'enfants et que ça explique leur réalité. Sauf que tous les démographes ont mis en évidence une loi. La démographie évolue en fonction des conditions de vie. C'est pour cela que vous augmentez les conditions de vie dans un pays, à plus ou moins long terme, vous allez avoir une baisse du nombre de moyens d'enfants. Donc c'est bien la réalité qui va créer ce comportement et non pas l'inverse. Et si on compare, si on compare l'Afrique à l'Inde, parce que l'Inde c'est un pays où il y a de plus en plus d'habitants, et pourtant, c'est l'un des pays qui se développe le plus. Dès que ce sur les études ou sur le cadre de vie en développant les sources d'eau potable, etc. Donc c'est n'importe quoi de dire que c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ne développent pas. Exactement. Au contraire, vraiment, plus ils sont et plus ils devraient se développer. Bon, franchement. Quand, au début du mouvement ouvrier, une des réponses du patronat aux premières revendications ouvrières d'augmentation des salaires, c'était de dire c'est leur comportement. Ils ont trop d'idées de débauche. C'est un colo. Et donc, si ils ne buvaient pas, leur salaire sécurisé. Donc, c'est leurs idées de boisson, leur culture particulière, leur manière de penser qui les conduit à être dans la misère. Ce n'est pas l'état du salaire qui explique. Citez mon enfant aussi. Et suivez-moi l'enfance. Et une des propositions qui était faite, et je ne sais pas, c'est toi qui es éducateur, c'est ça? Non, c'est pour les états. Il faut savoir qu'une première profession du travail social, c'est créé par le patronat. Et c'est créé pourquoi? Les assistantes sociales aussi. Pour éduquer la classe ouvrière à se comporter comme. Pour qu'elle arrête d'être dans la misère. Donc sa misère ne vient pas de son salaire, elle vient de son mode de sa manière de construire sa vie, donc de ses idées. Et donc les assistantes sociales voulaient expliquer que s'ils avaient un petit jardin au lieu d'aller au syndicat et de prendre leur temps à cultiver leur jardin, eh bien ça irait, il y a plein d'augmentation de salaire. D'ailleurs, c'était les femmes bourgeoises, les femmes des grands bourgeois, qui invitaient les ouvriers dans leur humble château, humble demeure, à boire le thé et de telle manière. Ils travaillent les idées, il faut se tenir comme ça, tenir la tasse comme ça, c'est un truc de fou. Il y avait des cours pour les femmes d'ouvriers, pour qu'elles, ça aussi je pourrais vous amener un exemple, j'ai eu la chance d'en récupérer un, dans lequel on voulait combattre la misère ouvrière. Et la revendication ouvrière, c'est écrit tel quel, combattre les syndicalistes, les combattre en expliquant aux femmes qu'elles devaient 2 heures avant la fin du travail commencer à se maquiller
se faire belle pour que l'ouvrier ait envie de rentrer à la maison et de ne pas aller à la réunion syndicale. Cette idée, on va résoudre les problèmes par les idées et pas par la matière. C'est pas en changeant de problème, on va. Et c'était des petits fascicules avec comment se maquiller, comment s'habiller, bien préparer le café pour que quand il ait envie de rentrer, etc. Et c'était résumé à la fin, faire du foyer un facteur d'attirance plus important que le syndicat. Et la femme, après on va nous parler de féminisme, c'était une femme transformée en objet qui a été construite comme cela. Donc là, on voit bien que la réalité, non seulement a donné raison à Marx, c'est bien la réalité qui crée les idées et non pas les idées qui créent la réalité. Ça a plein de conséquences. Hein. Ça peut paraître loin, ça a plein de conséquences. Ça veut dire par exemple pour moi qu'il faut se méfier des représentants syndicaux qui restent trop longtemps à l'extérieur du travail. Par exemple, qui pendant 20 ans sont permanents. C'est un problème. Parce qu'il n'y a aucune. Comme leur matière a changé, ben leurs idées peuvent changer. Et c'est comme cela qu'on peut avoir une colère en bas et puis freiner des cas de fer là. Freiner au-dessus, etc. Et donc, c'est pas un truc philosophique abstrait, c'est une philosophie qui a plein de conséquences, après pour l'appliquer, qui a plein de conséquences sur plein d'aspects de nos luttes. Tous ceux qui sortent dans un système de production vraiment capitaliste ou... Absolument, absolument. L'exemple qu'il me donnait tout à l'heure de ce fallait que tu la mettes, trio qui nous propose d'aller construire le bonheur individuel en sortant du capitalisme individuellement, ben la matière va changer. Et donc leurs idées vont changer. Leurs matières vont changer. Et qu'est-ce qui nous garantit que ce monsieur ou cette dame qui a créé son petit espace, etc., ben s'aperçoit que ça marche. Ouais, j'arrive à produire des carottes. Des biocamarades. Et je produis plus de carottes que je n'en consomme. Pourquoi je n'irai pas les vendre? Mais comme je suis anticapitaliste, je vais les vendre un peu moins cher que ce qui se fait au magasin, bien sûr, hein, parce que je suis quand même anticapitaliste. Puis après, je vais prendre l'habitude et je vais voir que ça marche bien. Ben, je vais dire, pourquoi je ne vendrais pas aller 10 centimes supplémentaires? Et je me retrouve moi-même embringué, alors que initialement c'était pour sortir du système. Je me retrouve réentraîné là-dessus. Par exemple, on a un certain nombre de scopes qui se sont retrouvés, je ne sais pas quand on est scope, hein, je dis juste il faut faire attention, qui se sont retrouvés à licencier certains de leurs membres. Simplement, ça se fait de manière démocratique. Donc on se réunit tout le monde. On licencie qui aujourd'hui? C'est quoi des scopes? Société coopérative ouvrière de production. Le moins élevé, quoi. Généralement, c'était Et donc c'est le dernier arrivé, parce qu'on cherchait des arguments, donc on va dire lui, il n'y a pas de charge d'enfant, etc. N'empêche que le résultat, c'est qu'on avait une pratique capitaliste, alors qu'initialement, c'était un projet qui était. comme Donc, 1336. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, le thé, là. 1336, ouais. Donc ça, ouais. Alors, eux, c'est un peu différent parce que, pour l'instant, eux font partir avec une claire compréhension de cela, quasiment dans leur formation, ils disaient il y a des dérives possibles, etc. Donc, ça fait partie de leur vigilance. Mais, est-ce que ça c'est clair? Bon, là, je vous résume deux, trois cours en un quart d'heure, hein, mais c'est vraiment une des dimensions importantes. Ça, c'est ce que Marx appelle le matérialisme philosophique. On parle souvent de matérialisme, on ajoute rarement philosophique ensuite. Est-ce que le mot apporte une dimension supplémentaire? C'est une manière pour Marx de montrer que toutes les instances d'une société, en fait, c'est matérialisme dialectique, le vrai terme pour Marx. Je vais y dire après, c'est pour ça que je ne vais pas trop. Pour l'instant, je parle de philosophique parce qu'après, on va rajouter une notion en termes de méthode. Pour moi, c'est important de parler de philosophie. Parce que c'est une manière de montrer que tous les espaces de société sont déterminés par le rapport de production. C'est le rapport capitaliste qui détermine la philosophie, les règles juridiques, ça détermine l'ensemble. On a affaire à un système global.
Et donc, y compris la philosophie, parce que les philosophes se présentent au-dessus de la vérité. Généralement, quand vous entendez Bernard-Henri Lévy, vous dites ah, moi, je suis un philosophe. Je suis au-dessus de. Je suis ni avec les patrons, ni avec les ouvriers. Je pense. Et Marx dit non. Il dit non, la philosophie fait partie de la lutte des classes. Fait partie de la lutte des classes. C'est pour ça qu'il dit aussi, hein, peut-être que le fait de mettre philosophique à c'est aussi de dire Marx, il tranche, il dit dans l'histoire, dans toute l'histoire de la philo depuis les Grecs, il y a deux courants que tu peux trancher. Il y en a qui sont plutôt matérialistes comme Démocrite et tout ça, et tu vas trouver une filiation. Il y a deux écoles, en gros, une façon de voir les choses en disant tiens, Épicure, c'est un matérialiste. Lui, c'est un, tu vois, Aristote, c'est un idéaliste. Du coup, il y a un combat à l'intérieur, y compris à l'intérieur de la philosophie, quoi. C'est pas le matérialisme contre la philosophie. C'est à l'intérieur de l'histoire des idées qui est générée par la culture. Il y a donc des gens qui sont qui disent l'un ou l'autre à l'intérieur de l'histoire de la culture. C'est ça qui fait évoluer les idées. si vous choisissez la première hypothèse de tout à l'heure, on parcourra rapidement l'histoire de l'Antiquité aujourd'hui. Quand Marx dit ça, il a fait un travail énorme pour montrer les combats entre philosophes matérialistes et idéalistes et de quel côté ils étaient. Au moment de l'esclavage, que faisaient les matérialistes, que faisaient les idéalistes, au moment du féodalisme, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on regarde la société d'aujourd'hui, de quel côté sont les matérialistes qui étaient dominés et de quel côté sont les idéalistes. C'est aussi une façon de dire que Marx n'est pas un prophète, il s'inscrit dans une lignée, c'est pas le seul, quoi. C'est l'un des philosophes matérialistes, une longue lignée. Donc le marxisme, c'est un mot. Parce que c'est une identité, on va dire Engels ou Lénine sont des marxistes, on va plus dire que Marx était un léniniste. C'est pas le bon mot en fait. Alors, ça c'est donc le premier gros morceau d'apport, on va dire, des théoriciens du mouvement. Ils vont en avoir un second, qui est cette fois-ci autour de la méthode. Quelle méthode adopter pour comprendre notre réalité? Voilà, je peux faire une grève dans ma boîte. Quelle méthode adopter? Avec quelle méthode? Je dois rendre en compte quoi? Je dois être vigilant à quoi? Donc, est-ce qu'il y a des dimensions de méthode qui nous permettent de moins se tromper? Marx nous dit, après un long travail, donc il met en évidence, c'est pas il dit, il met en évidence, surtout Engels d'ailleurs, Marx aussi, mais surtout Engels, 4 lois que je fais publicité qu'on reprendra dans une séance ultérieure. Il dit il y a 4 lois incontournables qu'on ne vous apprend pas à l'école, qu'on ne vous apprendra pas à l'école. On vous apprendra même exactement l'inverse. Et sans jamais faire référence à ça. Et il appelle ça la dialectique. Première loi, tout est en mouvement. Une réalité déjà statique. Et donc comprendre une réalité à un moment donné, ça veut dire que je dois prendre en compte son histoire. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre la réaction des élèves dont les parents sont algériens sur la guerre d'Algérie, leur réaction, si on n'a pas en tête ce qu'a été la colonisation. Si je veux comprendre pourquoi ça nous énerve quand on parle de ça, je dois prendre en compte cette dimension-là. Je ne peux pas comprendre sur certains sujets les réactions des filles de la classe, si c'est un sujet sur l'obsession féminine, sur l'inégalité homme-femme, bien entendu que ça ne va pas créer les mêmes comportements. Et donc tout est en mouvement. Je dois prendre en compte la réalité d'aujourd'hui en prenant en compte son aspect passé, mais aussi ce vers quoi elle va.
C'est le gilet pare-balles, là, qui voulait faire une grève dans son entreprise. Que, quand je l'ai interviewé, il m'a dit c'est une peu. Il n'y en a aucun qui veut faire grève. Moi, je n'en parle plus. Il a juste oublié que ces personnes qui ne veulent pas faire grève, c'est pas parce que pendant 10 ans, ils n'ont pas fait grève que leur 11e année ne feront pas grève. C'est-à-dire que ces personnes-là sont en mouvement. Et qu'est-ce qui détermine le mouvement? La matière. La matière, mais aussi mon travail. Au lieu de te plaindre de continue à les emmerder, à leur expliquer, à ne pas renoncer, à continuer à débattre avec eux, parce que c'est très simple de dire c'est tous des cons. À continuer à débattre avec eux, etc. Après, moi, c'est un débat que j'ai avec Guillaume, parfois, on passe beaucoup de temps avec certains, ça ferait mieux de passer avec d'autres. Toi, tu as parlé de ton expérience au lycée, ouais. Tu as parlé de ton expérience à Émile Zola. Non, c'est parce que moi, j'adore Guillaume, il aime beaucoup débattre, mais des fois il passe des heures avec certains. S'il y a quelqu'un qui est en face et qui écoute, c'est intéressant. Ah oui, ça c'est autre chose. Ah, Ouais, alors, ouais, ça c'est autre chose. s'il y a 3 personnes, débattre avec quelqu'un qui est incurable, la première personne, je voudrais qu'on peut. Ouais. Mais même les personnes, quand je dis que eux aussi sont en mouvement, sauf que parfois, voilà, le mouvement il est tellement lent qu'il vaut mieux consacrer le peu de temps qu'on a à des gens qui peuvent évoluer plus vite. Voilà. Mais tout est en mouvement. Et je ne peux pas comprendre une réalité si je comprends en compte cette dimension du mouvement. Et donc, comprendre la crise des Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est prendre en compte ce que, dans la phase précédente, on n'a pas perçu, on n'a pas vu, par exemple, moi je reste persuadé, qu'un décalage s'est mis en place, et quand je dis ça, c'est pas une critique, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement, un décalage s'est mis en place entre la partie de la classe ouvrière qui était plus salariée à temps plein dans l'entreprise, donc les travailleurs qui étaient plus socialisés dans l'entreprise, parce que l'intérim s'est développé, parce que les petits boulots sont développés, parce que les villes, tu bosses 6 mois et tu restes 2 ans au chômage et tu rebosses 3 mois, etc., se sont multipliés avec la précarisation. Et il y a eu un décalage entre les organisations classiques du mouvement ouvrier et cette partie de la classe ouvrière. Et je pense que les Gilets jaunes, pour une partie d'entre eux, expriment cette partie-là. Cette partie qui est une segmentation supplémentaire du monde du travail que le capitalisme a créé. Et donc, je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? Sinon, je dis que ça explose d'un seul coup. Non, c'est pas d'un seul coup. Ça fait des années qu'il y avait un besoin, et là, ils ont trouvé le plan d'action. Voilà. D'ailleurs, l'aspect un peu magique montre que c'était pas encore une test, c'était une recherche. Il y a plein de gens qui se sont dit au début, ça va pas marcher. Ah, tiens, ça marche. Et c'est comme ça que les minorités ont en fait trouvé une réponse à un besoin d'organisation, un besoin d'action qu'ils ne trouvaient pas habituellement. On a la même chose en Algérie aujourd'hui. Les gens se disent, mais comment ça se fait des centaines de milliers de personnes comme ça? C'est pas parce qu'il y avait rien avant. Hein. On voyait bien que les choses étaient en train de mourir et que c'était un mouvement et que là, ils ont trouvé une forme d'action. Et comme tu le dis, l'idéologie contredit totalement ce précepte. De manière générale, si vous regardez comment le contenu de la seconde de méthode scolaire, on vous explique pas ça. Dans beaucoup de méthodes scolaires, vous ne travaillez pas. On prend telle période, c'est découpé. On ne va pas vous expliquer la colonisation à partir des besoins du féodalisme, etc., de comment s'est créée la République bourgeoise. On ne va pas vous expliquer ça. On va vous dire, il y a le féodalisme, puis le capitalisme, et puis il y a la colonisation qui plane, là, comme si c'était un phénomène qui n'avait rien à voir avec la période, ni avec ce qu'il y avait avant, etc. Un autre exemple flagrant, on n'a jamais appris en détail qu'est-ce qui a mené à la Première Guerre mondiale, par exemple. On se dit, Ferdinand a été assassiné, comme si ça pouvait enclencher une guerre. C'est un excellent exemple.
Et c'est d'autant plus grave, je pense, en histoire, en cours d'histoire, parce que c'est vraiment, dans le système scolaire actuel, c'est bâclé. Exactement. Volontairement, hein, mais... Donc ça, c'est la première loi. C'est la neutralité. Seconde loi, C'est la neutralité. C'est la fameuse qui est aussi importante, Je prends pas partie. La neutralité statique aussi. C'est pour ça que ça fait C'est la réfléchir. différence entre déclencheur et cause. oui, Déclencheur, c'est La- l'école, par exemple. la cause, elle se trouve en prenant en compte le mouvement. Le déclencheur, c'est le prétexte. C'est la petite flamme qui vient Les allumer. jeunes, c'est la hausse de l'essence. Ça, c'est la déclencheur, ça peut pas être une cause. C'est pas la hausse du niveau sens qui est la cause de la colère. C'est le niveau QI, c'est le sentiment d'oppression, c'est tout ça. Mais le déclencheur, effectivement, voilà. Et vos enfants, ils apprendront que le mouvement des Gilets jaunes, c'était provoqué par la hausse du prix de l'essence. Alors, pour illustrer ce que disait Guillaume tout à l'heure sur le fait que la lutte entre matérialisme et idéalisme, ça remonte au tout début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Pour illustrer cela, Marx et Engels citent l'Antiquité, qui est Héraclite, pourquoi il le cite? Parce que l'image, elle nous permet de retenir, qui a dit cette belle phrase: on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Qui est Comment on dit tu t'es baigné Héraclite. Le marteau qui voit, en apparence, c'est le même fleuve. En apparence. Sauf qu'entre-temps, l'eau a coulé, c'est plus le même fleuve. Et donc, tu as l'impression de te baigner dans le même fleuve, mais les choses ont déjà changé. Tu as l'impression que ton collègue de travail qui ne veut pas faire grève, ne voudra jamais faire grève, peut-être qu'il est en train, dans sa tête, de se dire: tiens, cette fois-ci, il y en aura le bol, j'ai jamais voulu faire grève, mais là, je vais le faire. Et donc, même quand l'apparence nous donne l'illusion que c'est statique, il faut interroger s'il n'y a pas de mouvement. Engels donne un autre exemple, on dit, qui est l'exemple de la pomme. Il dit: vous mettez une pomme sur la table. La pomme du lundi, vous revenez le lendemain, mon apparence c'est la même. Voilà, vous bougez, vous bougez. Vous prenez un microscope et vous regardez à l'intérieur. Là, vous allez voir qu'en apparence rien n'a changé, mais la pomme a commencé à dépérir, et donc il y a des choses qui ont changé à l'intérieur. Donc c'est pas la même chose. Tout est en mouvement. Et c'est intéressant le fait que, je suppose que ce sera un peu pareil pour les trois autres lois, que la dialectique s'inspire fortement de la nature en fait. Que c'est des préceptes qui sont applicables directement à la nature. Ah, mais non seulement c'est applicable à la nature, mais Marx et Engels et ceux qui Dialectique de la nature, c'est un livre, sont hein. appuyés parce que pour arriver à ces lois, ils ont étudié tout ce qui a pu exister comme méthode. Ça a été extrait de la nature. La dialectique fonctionne dans la nature, et la dialectique des idées, c'est-à-dire comprendre les lois, n'est que la mise en mots d'une dialectique de comment fonctionne la nature. Alors ça, c'est le premier élément. Second élément, mais sur la nature, on a Guillaume qui pourra nous donner plein d'exemples. Mais c'est pas un ouvrage de Engels, il me semble, qui a écrit Dialectique de la nature. Justement, Qui donne des références. Je l'ai pas pour encore lu. répondre à ceux qui disaient c'est des élucubrations, dans l'état du savoir de mon époque, voilà ce qu'on sait sur la nature. Et regardez, ça fonctionne avec le modèle de la dialectique. Et Engels est très modeste, il dit: et nous n'avons fait que regarder la nature et tenter de la comprendre. Mais ça s'applique aussi aux hommes. Ça va? Seconde loi. Non, je vais très vite, hein, donc tout ça, on pourra le reprendre. Hein. Tout est lié. Ça fait longtemps que j'étais Alors, je vous intéressé. donne des traductions, c'est pas les mots exacts qu'emploient Marx et Engels. Pour recevoir le modèle, voilà, Engels parle de la loi de la connexion universelle des phénomènes. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Tout est lié, ça veut dire la même chose. Enfin, ça donne, pas exactement, mais en tout cas, ça permet dans un premier temps de le retrouver. Tout est lié. Autrement dit, l'apparence
choses séparées nous empêchent de comprendre les liens entre les différents aspects de la réalité. Et donc il faut relier. En apparence, il n'y a pas de lien entre l'augmentation des profits ici et la guerre en Syrie. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, à la télé, vous allez avoir des journalistes qui vont dire ça n'a rien à voir. Si vous regardez de plus près, vous allez vous apercevoir que, le besoin d'avoir des matières premières à faible coût, qui va permettre l'augmentation des profits ici, bien ça relie la guerre en Syrie avec les profits ici. Tout est lié, ça veut dire que avant de faire une analyse de la situation, avant d'enclencher une action, je dois me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des éléments à prendre en compte qui expliquent la réalité? C'est pas la même chose de faire grève dans un territoire où il n'y a aucune autre entreprise qui fait grève au même moment, et dans un territoire où il y a déjà 300 grèves, qu'on a des exemples de manifestations, etc. Il y a du lien, bien entendu, que ça joue sur la conscience. L'entreprise qui doit faire grève toute seule, c'est un peu plus dur que quand il y a un climat de lutte sociale plus fort, plus permanent, etc. Et donc, c'est pas que les ouvriers de la boîte sont plus idiots, c'est un des facteurs à prendre en compte. Bien entendu que c'est plus difficile de faire grève quand je gagne plus de 400 €. Parce que j'ai la prête à payer à la fin. Il n'y a aucun mépris à avoir pour les ouvriers qui vous disent attendez, moi je ne m'en sors pas, une journée de grève ça coûte autant, j'y arrive pas. On peut débattre avec eux, mais il n'y a pas de mépris à avoir. Bien entendu, le niveau de vie, ça a des conséquences sur les possibilités ou non d'avoir un mouvement de longue durée, par exemple. C'est ce qui va expliquer que le mouvement ouvrier pour contrebalancer ça avait fait les caisses de solidarité et garantir que parfois ça allait jusqu'à, si vous regardez la première internationale, vous aviez des grèves qui se préparaient 1 an à l'avance pour préparer les collectes qui allaient permettre aux ouvriers aux États-Unis de tenir 8 mois, 9 mois, parce qu'on savait que ça allait durer, etc. Ça, c'était, on avait pris en compte qui était lié. On avait pris en compte que la durée risquait d'empêcher la grève malgré la colère des personnes. On n'avait pas dit allez-y, faites grève, vive la révolution. C'est ce que là il y a les postiers du 92, ça fait 1 an et 1 mois je crois qu'ils sont en grève et c'est Kirant qui dit ça, qui est chez le syndicat Sud. Faire grève sans caisse de grève, c'est comme faire du camping sans tente, c'est risqué quoi. Donc à chaque fois que je suis confronté à comprendre une situation, je dois regarder avec quoi elle est liée. Voilà. C'est quoi les autres facteurs qui viennent intervenir sur cette situation? Troisième loi. Comment arrive le changement? Marx nous dit, Marx et Engels, le changement, c'est d'abord des petits changements quantitatifs, invisibles, des petits changements quantitatifs invisibles, qui vont se cumuler pour déboucher sur un changement qualitatif. Donc c'est des tout petits changements qui, à un moment donné, se transforment en un grand changement. Une bonne image pour le retenir, c'est l'image de la casserole d'eau. Vous mettez une casserole sur le gaz, qu'est-ce qui se passe? L'eau froide, elle commence à faire 1 degré. Vous mettez votre doigt dedans, vous ne le sentez pas. 2 degrés, vous ne le sentez pas. Quand ça arrive à 25 degrés, vous commencez à le sentir. 40 degrés, ça commence à brûler. Mais le vrai changement, il est quand? À 100 degrés, parce que ça devient... Non, ça ne bouge pas. Ça devient de la vapeur. Donc ça boue, ça revient au même. Non, Monsieur le biologiste. De l'eau à autre chose. Les petites grèves. C'est ce qu'on appelle l'ébullition. Ouais, bon, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet. Les petites grèves, ça ne change pas le système. D'ailleurs, certains les méprisent. On entend certains, soi-disant, militants révolutionnaires, avoir en tête, ouais, mais ça c'est des grèves pour le beefsteak, c'est pas
ça, il faut faire la révolution, etc. Apparemment, ça ne change pas le système. Sauf que c'est ces petites grèves-là qui créent les conditions qui, à un moment donné, vont amener les gens à dire oh, il ne suffit pas de se battre pour avoir une augmentation de salaire, hein. Il faut remettre en cause ce système. Mais c'est ces petits changements quantitatifs qui amènent le changement qualitatif. Et c'est pour cela que mon collègue qui ne voulait jamais faire grève, à un moment donné, au bout de 10 ans, il avait raison, là. Yanis, là. Ça fait des années qu'il vient m'emmerder avec son syndicat. J'ai toujours envoyé balader, mais en fait, il a raison. En fait, ces petits changements quantitatifs, toutes les discussions que j'avais avec lui, qu'il ne voyait pas, parce que comme il ne prenait pas la décision de faire grève, je disais, mais non, ça ne bouge pas, ça ne sert à rien, etc. Tout ça, c'est ce qui va créer les conditions du passage qualitatif. Et c'est pour cela que les révolutionnaires comme Marx et Engels accordent autant d'importance aux syndicats. Le syndicat, ça ne change pas la société. Le syndicat, ça améliore les conditions de vie. Ça ne change pas le système. Mais Marx dit, il faut que les gens se battent pour des petites choses, pour que ça crée les conditions d'avoir une vision globale du système capitaliste. Je pense qu'on peut vaincre le capitalisme sans un saut qualitatif. Non, c'est tout. Avec des accumulations justes, aucun saut qualitatif, tu peux pas. Eh non. Si on ne prend en compte que les petites accumulations quantitatives, donc les petits changements, si je prends en compte que ça, je suis dans la situation des réformistes. Ils me disent, si on se bat pour des augmentations de salaire, ça ira de mieux en mieux. Ils oublient tout simplement que le capitalisme reprend ce qu'il a été contraint de donner. On dit, tu as une augmentation de salaire, c'est pas grave. On va augmenter la TVA. Vous avez fait une grève tôt ou tard. Par contre, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ça, tout simplement parce que dans les mois qui suivent, dans l'année qui suit, c'est une vraie amélioration. Mais à long terme, le capitalisme reprend ce qu'il a été contraint de céder. Et donc, le changement quantitatif conduit au réformisme. Je veux dire, pour faire des réformes. Jamais je remets en cause le système. Donc, effectivement, si je n'ai pas en tête le changement qualitatif, j'oublie cette constat-là. Mais l'autre erreur est aussi grave. Ne prendre en compte que le changement qualitatif. Ça me fait penser à certains militants que vous avez pu croiser, hein, à l'extrême gauche, il y en a quelques-uns, qui, alors que les gens, ils se battent pour avoir une augmentation de salaire, viennent leur dire, ah, mais ça c'est pas de la lutte, ça, la vraie lutte, c'est aller sur les barricades, etc. Bon, les gens, ils se battent. Toi, tu ne te bats même pas, toi, tu es à l'extérieur, mais tu viens donner des leçons, etc. Et donc, là, ça conduit à la phrase de gauche. Les gens qui vous donnent des belles leçons, qui savent toujours, tout seuls, dans leur coin, ce qu'il faut faire, et bien entendu, qui donnent des leçons aux travailleurs. Généralement, c'est des gens qui de l'extérieur. Il n'y a pas de gilet jaune sans loi El Khomri. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être. C'est ça. Ouais, ouais. C'est clair ou... Bien. Et dernière loi de la politique, c'est Marx et Engels se disent, mais ok, les changements quantitatifs débouchent sur les changements qualitatifs, mais comment ça fonctionne? Et là, il nous dit, tout mouvement vient de la contradiction. Autrement dit, pouvoir comprendre une réalité et la changer, c'est comprendre ses contradictions. Qu'est-ce qui, dans cette réalité en apparence stable, s'oppose? Qu'est-ce qui, dans l'équilibre apparent, est annonciateur de déséquilibre? Qu'est-ce qui, dans ce qui semble calme, montre que ça bouillonne, qu'il y a des intérêts différents qui sont en train de s'affronter, même si, pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc, c'est comprendre les contradictions. C'est pour cela que il y a eu cette belle phrase qui était que toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes, parce que la principale contradiction d'une société, ce sont les intérêts des différentes
différentes classes qui s'opposent. Et ça depuis le début du métier. Si vous cumulez la partie philosophique et la partie méthodologique, c'est ce que l'on appelle le matérialisme dialectique. Encore une fois, je l'ai fait très rapidement, et si vous le souhaitez, on pourra le reprendre dans le détail de il est quelle heure là? Moins 10. De combien? Midi. Ah, il est déjà deux. C'est à partir de ça La fin, c'est quoi? qui est En gros, un des la aspects situation, des parce théories que ouvrières qui la sont les contradiction moins forte dans la société, c'est enseignées. les intérêts entre différentes. Ce qui va venir après est un peu plus enseigné, je dis un peu plus, pas beaucoup. Mais ça, cette partie-là est fondamentale. Et une des erreurs, généralement, c'est de l'occulter en disant c'est de la philosophie, donc c'est compliqué, alors qu'en réalité, c'est ce qui va permettre, c'est en ayant fait ça, qu'après, en appliquant cela à l'histoire de l'humanité, c'est ça qui va donner ensuite une autre partie du savoir qui est le matérialisme historique. Le matérialisme historique, c'est juste l'application de ça à l'histoire des êtres humains. Ayant produit cette méthode, Marx et Engels se disent, ben, on va regarder maintenant si elle est vraie. On va regarder ce que ça donne si je prends l'humanité depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ça va donner donc le matérialisme historique. Et donc il m'a remonté les tout débuts de l'humanité. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, la communauté primitive, ça fonctionnait comment? Et est-ce que ça, si je l'applique, ça donne quoi? Et effectivement, il nous offre là après un panorama jusqu'à aujourd'hui. J'utiliserai ces termes que je utilisais qui est génial, puisque cette application-là permet d'éclairer vraiment toute l'histoire de l'humanité. Donc j'en doute que ça, parce que bien entendu, il explique les débuts de l'humanité avec cette méthode, ils expliquent la naissance de l'esclavagisme avec cette méthode, ils expliquent la crise de l'esclavagisme et la naissance du féodalisme avec cette méthode, ils expliquent la crise du féodalisme et l'apparition du capitalisme avec cette méthode, et ils expliquent la crise du capitalisme et l'étape qui vient après, qui a été tentée dans certains pays, mais en tout cas qui reste un problème d'avenir. Donc il explique à quoi ça nous mène, c'est-à-dire qu'il permet de dessiner des perspectives pour l'humanité. Ayant fait cela, ben, la dernière partie du matérialisme historique, ça va être la compréhension de leur époque. Et donc, ils vont aborder la partie sur le capitalisme. En appliquant ces lois, tout ce qu'on a vu précédemment, à leur propre société, c'est-à-dire l'Europe du début du capitalisme, ils vont décortiquer le fonctionnement du capitalisme. Et comme le capitalisme, même s'il a eu des changements, fonctionne fondamentalement de la même manière qu'au début de sa naissance, même s'il a eu des évolutions, etc., eh bien, quand on prend en compte cette partie sur le capitalisme, on se dit, ils vivent aujourd'hui ou quoi? Ils décrivent les réalités d'aujourd'hui ou quoi? Il y a, par exemple, dans un texte trop peu connu de Marx sur les paysans, et où il parle de la transformation du monde paysan, il décrit des choses, si vous enlevez la date, si vous la regardez à la lumière d'aujourd'hui, vous pensez qu'il parle des gilets jaunes. Parce qu'il parle des paysans qui sont gilets salariés en même temps, des salariés qui sont aussi paysans, mais surtout, il parle de ceux qui ne sont pas en lien avec le mouvement ouvrier et qui quand même sont travaillés par la lutte des classes et qui donc recherchent d'autres choses, qui parfois s'opposent au mouvement ouvrier, on se dit qu'ils se trompent, mais il faut qu'on rencontre pourquoi, etc. Et donc on se dit, mais il est en train de décrire le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il a appliqué ces mêmes éléments de méthode. Voilà l'ampleur du chantier possible. Saïd, tu penses quoi de ceux qui emploient le concept de post-capitalisme? Alors, Ouais, parce que post-capitalisme, ça voudrait dire. des chercheurs. Post-capitalisme, ça veut dire que les lois fondamentales du capitalisme ne sont plus pertinentes. Et donc c'est ça, à cette question-là qu'il faut répondre. Est-ce que non, notre société aujourd'hui continue de fonctionner sur la base de la propriété privée des moyens
Si c'est oui, on n'est pas dans le post-capitalisme, dans le capitalisme. Deuxièmement, est-ce que oui ou non, le profit reste le moteur de la production? Si c'est oui, on n'est pas dans le post-capitalisme mais dans le capitalisme. Si c'est non, on est dans le post-capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a des théories qui se présentent comme globales. Il faut revenir à des questions plus simples pour pouvoir savoir le degré de véracité. Parce qu'un débat abstrait post-capitalisme, après tout, c'est un problème de mots, on peut changer de mots. Quand même, c'est pas le même capitalisme que le 19e siècle. Mais fondamentalement, dans son fonctionnement, est-ce que c'est le même fonctionnement? Oui. Qu'après, il y ait des formes différentes, c'est autre chose. Mais le fonctionnement, en particulier les critères fondamentaux, propriété des moyens de production, secondo, moteur de la production. Est-ce que la production, est-ce que le moteur c'est le profit ou les besoins? Rien que ces deux questions-là permettent de dire on est encore dans le capitalisme et pas dans le post-capitalisme. Ah ouais, c'est clair, c'est bien. En fait, le post-capitalisme, c'est une théorie qui vise à nier le passage qualitatif, c'est-à-dire à nier le besoin encore aujourd'hui de faire la révolution. Parce que si tu dis on est dans le post-capitalisme, tu dis il n'y a pas besoin d'une révolution pour sortir du capitalisme. On peut s'en sortir tout seul. Mais ils disent qu'on y est ou qu'on doit y aller. Non, il y en a certains qui pensent que les questions de post-capitalisme, toi tu vois, c'est des propos qui sont attachés au nuage. Pour décrire ce qui se passe aujourd'hui ou pour dire il faut passer du capitalisme au. Non, c'est pas il faut passer. On y est. Il analyse, il donne des éléments de compréhension qui vont dans son sens. Marx a décrit un capitalisme qui va à sa perte. Et puis merde, ça dure quand même vachement longtemps. Donc c'est que si ça survit aux lois de Marx, c'est que on est soit c'est Marx qui s'est trompé, soit c'est le capitalisme qui a changé, qui a muté et qui Ouais, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. a mis en avant ses contre-défenses par rapport à ses. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. C'est dans le sens de. En fait, ils le mettent en avant pour dire arrêtez avec vos théories familiales. Vous êtes des dogmatiques et vous appliquez encore aujourd'hui des choses qui sont dépassées. Vous avez des lois et des lectures qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'ils décrivent des apparences et non pas le cœur. Le cœur, c'est complètement plus vrai. Le cœur, c'est. C'est ça en fait, c'est quoi? C'est l'analyse de certains éléments en mutation et qui du coup il part de ça pour dire c'est post-capitaliste, vous voyez, on y est, ça y est. Non, bah non, on est dans le dépassement, tu vois. Mais à l'époque coloniale, on avait le même type de théorie où les idéologues de la colonisation français mettaient en avant que eux, c'était un bon colonialisme. Ouais, c'est comme. Et que le mot colonialisme était piégeant, en fait. Que les Anglais, oui, alors là, les Anglais, vraiment, c'est scandaleux, mais eux, leur colonialisme à eux, c'était, faudrait l'appeler autrement d'ailleurs. Et donc on voyait qu'à chaque période historique, on s'appuie sur des changements d'apparence pour en conclure un changement de nature. Ouais, alors que fondamentalement. Il faut revenir à la question du fonctionnement. Bien, je ne pensais pas que ça allait passer aussi vite, excusez-moi, je parle beaucoup. C'était très bien. Vous choisissez quoi? Est-ce qu'on part Antoine. Est-ce qu'on part de ce que je viens de vous décrire et on le prend pas à pas? C'est plus long, mais ça a un apport qui est un apport d'avoir une visée globale des choses. Ou est-ce qu'on se dit non, ça c'est trop compliqué, on va plus partir de problèmes d'actualité, et puis en fonction de ce problème d'actualité, revisiter telle ou telle partie. Est-ce que tu peux présenter les avantages et les inconvénients des deux choses? Parce que tu disais qu'il y en avait. L'avantage du premier, donc de partir sur une logique globale, c'est de se doter d'une vision du monde et des fondamentaux que je peux appliquer partout. Voilà, je peux appliquer. J'ai une méthode. Ouais, et ça Donc vient d'un truc complet, quoi. Voilà. C'est complet. Des bases, quoi. Mais en réalité, c'est prendre Et ça le vient- marxisme est une science. Ouais. Et donc l'aborder comme une science exactement comme d'autres sciences. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, mais qui peut se rattraper autrement, l'inconvénient, c'est que ça, on va l'aborder avec une chronologie et il peut y avoir des événements d'actualité qui nous semblent plus urgents et on va se dire, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on aimerait mieux parler aux gilets jaunes aujourd'hui, etc. C'est que ça ne répond pas aux problèmes immédiats. Ouais. Ceci dit, dans les exemples, on peut aussi repartir à chaque fois systématiquement de l'actualité. Donc, l'avantage de l'autre aspect, c'est que c'est plus concret. C'est-à-dire qu'on part
une situation d'aujourd'hui, il y a la guerre, il y a une nouvelle guerre, ça nous permet d'expliquer, tiens, les 4 lois de la génétique, on va expliquer la guerre avec ça. Voilà. On peut très bien aussi choisir de partir sur ce modèle-là et de se dire, par contre, on fera tous l'effort que les exemples concrets qu'on prendra, on les prend dans l'actualité. On peut articuler les deux. Moi, je serais plutôt partant sur la première option parce que ça me paraît plus complet dans l'ensemble et, comme tu dis, on peut toujours repartir avec des exemples d'actualité. Pour schématiser, on a moins de chances de rater des choses en faisant ça que l'inverse. Je pense. On fait comme ça? Je sais pas. Ouais. Bien.